l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Nous sommes toujours en compagnie de l'auteur et chercheur Édouard Morena, qui publie le 26 septembre prochain un essai intitulé Paysan aux éditions Anamosa. Bonjour Édouard. Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué l'évolution du terme paysan, que vous avez méticuleusement retracé au fil des siècles, comment son utilisation a souvent, si ce n'est toujours servi des intérêts politiques variés, et comment finalement on s'est toujours appliqué à le définir sans être issu de ce monde, de ce milieu, ou de ces différents corps de métier qu'on ne prend jamais la peine d'énumérer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de ce post-constat-là et essayer de trouver un peu comment on pourrait penser ce terme paysan sans l'essentialiser trop. Est-ce que c'est possible ou alors est-il chargé de connotations historiques trop importantes ? Alors c'est une question intéressante effectivement parce que au fond je pense que ça dépend d'où on se place. Je pense que le fait par exemple qu'une organisation qui se définit comme paysanne, comme la Confédération paysanne, mobilise ce mot et cherche à associer ce mot par exemple à des pratiques particulières, notamment la Confédération paysanne c'est cette idée d'agriculture paysanne, pourquoi pas, mais moi je me positionne peut-être plus en tant que chercheur. Moi, ce qui m'a aussi toujours intéressé et un peu intrigué aussi, c'est finalement comment il était aussi assez répandu dans les milieux de la recherche, donc parmi ceux qui travaillent, on va dire, sur les population agraire, le fait que finalement, nous aussi, on se serve de ce mot et on l'utilise sans nécessairement en fait le définir ou dire ce qui lui est associé. Et je pense que ça renvoie aussi, alors pour le coup, à un rapport peut-être aussi que l'on a parfois à notre terrain et une forme de proximité ou une forme de... Voilà, je pense que du point de vue, on va dire purement analytique, je pense que c'est un mot qui soulève tout un tas de questions pour moi et qu'on mériterait d'interroger. Et il y a différents points de vue. Chez certains, encore une fois, peut-être moins parmi les chercheurs français, mais notamment parmi certains chercheurs anglo-saxons qui travaillent sur des questions agraires. J'en mentionne un qui m'est très cher, qui s'appelle Henry Bernstein, dont le travail je trouve très intéressant. Il fait référence à un de ses articles où voilà, l'intitulé du papier, c'est Adieu à la paysannerie. Et son adieu, c'est aussi un adieu quelque part au mot, en fait, où il cherche à dire aussi qu'aujourd'hui, en fait, pour comprendre le monde agraire tel qu'il est, c'est un mot, le mot paysan, finalement, en fait, il est source de confusion, en fait. C'est pas un outil qui permet, en fait, une bonne compréhension du monde agraire. Donc lui, il serait plutôt partisan de dire, mais en fait, cherchons d'autres mots pour essayer de définir ce que sont ces populations que jusque-là, on avait tendance à qualifier de paysannes. Pour le coup, moi, personnellement, je trouve que c'est, oui, j'aurais tendance plutôt à partager son point de vue. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer ou de dire, en fait, l'idée, c'est pas de dire que la Confédération paysanne ou les gens qui s'estiment paysans n'ont plus le droit de s'appeler paysans. Je suis personne pour... littéralement, voilà, je me permettrai jamais de faire ça. Mais par contre, c'est plutôt de s'interroger en tant que chercheur, en fait, en tant que personne qui s'intéresse à ces questions-là. Quelle est l'utilité de ce mot, en fait, pour essayer de décrire les transformations qui traversent l'espace agraire et l'espace rural plus généralement. Dans votre livre, vous écrivez, je cite, « Pour être entendu des pouvoirs publics et des dirigeantes politiques, et donc pour être soutenus par les producteurs eux-mêmes, les organisations syndicales agricoles doivent renvoyer une image de la profession qui s'accorde avec celle que d'autres se font du paysan. Ainsi, c'est sa capacité à renvoyer une image d'elle-même qui répond à l'image qu'on se fait du paysan qui explique en large partie le succès de la Confédération paysanne à la fin des années 1990. Grâce notamment à son emblématique porte-parole, José Bové, la Confédération paysanne a su s'imposer comme le représentant légitime de la paysannerie. Vous avez fait votre thèse sur la Confédération paysanne. Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui ? Elle est toujours là, elle continue à se mobiliser. Encore une fois, ce qui est toujours ce qui est assez unique et que j'admire en fait au fond à la Confédération paysanne, c'est ses multiples engagements, le fait qu'elle s'engage à la fois pour une agriculture de meilleure qualité, aussi pour la défense en fait des travailleurs de l'agriculture, mais qu'en même temps elle soit aussi très engagée dans ce qu'elle appellerait en fait le domaine sociétal, sur d'autres enjeux en fait, sur les enjeux qui débordent aussi de l'espace rural ou qui sont beaucoup plus transversaux en fait, ou qui sont pas spécifiques à l'espace rural. Donc je pense que la Confédération paysanne, alors j'y ai passé énormément de temps, j'ai fait 6 ans de thèse et j'ai dû y passer au moins 4 ans dans leurs locaux, donc je suis très proche, je me suis beaucoup rapproché de certains acteurs du Bureau national de la Conf, et je pense qu'ils continuent en fait leur combat. Ce que j'ai toujours admiré en tout cas à la Confédération paysanne, c'est aussi leur capacité aussi à s'interroger en fait aussi sur ces enjeux, ces questions, à se poser des questions, en fait ils étaient tout à fait ouverts aussi aux questionnements que moi je pouvais avoir aussi sur eux. Mais ça je trouve que c'était à la fois
d'un point de vue, en tant que chercheur, c'était super parce qu'il y avait une sorte de transparence complète et ils étaient intéressés aussi par ce que je faisais, en tout cas les interlocuteurs que j'avais. Et en même temps, en fait, ce que je trouvais assez fascinant, c'est qu'en fait, ils étaient aussi dans il y avait une forme de réflexivité en fait dans leur démarche. Et donc, ils étaient aussi tout à fait ouverts à l'idée, questionnement, encore une fois, que moi, je pouvais avancer. Donc vraiment, de ce point de vue-là aussi, je trouve que c'est une organisation aussi que je respecte énormément. Donc, je tenais aussi à le dire parce qu'en fait, encore une fois, parfois, quand on lit ou en tout cas, si on résumait ce que j'écris, les gens pourraient dire, mais en fait, il est anti-paysan. Encore une fois, je suis pas anti-paysan, je suis anti rien du tout. Encore une fois, c'est le mot moi qui m'intéresse et c'est ses usages en fait. Mais par contre, j'ai énormément d'affection pour les hommes et les femmes et aussi pour leur combat que je trouve très très courageux et très important. Est-ce que vous allez faire lire votre livre du coup à vos anciens collègues et amis de la Conf? Et plus généralement, comment espérez-vous que les lecteurs vont réagir à votre ouvrage, à cette analyse que vous faites du mot paysan? Oui, j'espère qu'ils le liront. Je sais que, encore une fois, j'ai gardé quelques contacts là-bas. Je ne sais pas comment ils réagiront. Encore. Enfin, c'est sûr que s'interroger sur l'utilité d'un mot précise bien à chaque fois d'un point de vue analytique. Enfin, je sais pas comment les gens réagiront, d'autant plus qu'effectivement, c'est un mot qui est très répandu. Donc, c'est s'interroger sur presque un mot qui est un peu une sorte de lieu commun. Donc, je sais pas, on va voir. Je pense que quand on est chercheur, en fait, des fois, ce qui nous inquiète plus, c'est ce qui nous inquiète. On est toujours un peu inquiet de la réception de ce qu'on écrit. Mais voilà, après, ce que j'espère, en tout cas, c'est que ça suscitera de l'intérêt, que ça suscitera aussi du débat, parce qu'au fond, c'est un livre aussi, et je pense que c'est ce qui est intéressant avec cette collection, hein, c'est qu'on nous demande vraiment de faire quelque chose de très personnel pour le coup, qui était vraiment difficile. C'était justement, en plus, on nous demandait de ne pas, en fait, d'avoir de références de bas de page ou de références bibliographiques dans le texte, etc. Ce qui, pour un chercheur, est très difficile parce qu'on a beaucoup tendance à se cacher derrière ces références. C'est une sorte de pare-feu très utile pour dire des choses qu'on pense, mais par le biais de quelqu'un d'autre. donc, pour le coup, effectivement, oui, on se dévoile un peu. Et en même temps, en fait, la difficulté aussi, c'est toujours difficile quand on parle un peu à la première personne et qu'on énonce des choses dans un petit livre, c'est qu'on apparaisse comme étant quelqu'un qui sait tout sur tout, en fait. Et, alors qu'en fait, tout ce que j'ai pu écrire, c'est aussi, c'est d'autres l'ont écrit ou d'autres ont écrit. Il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi sur tout un tas de dimensions de ce que j'ai pu écrire dans ce petit livre. Donc voilà, donc ce que j'espère, c'est que ces personnes-là qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur les romans rustiques du 19e siècle, j'espère ne pas avoir trop trahi ce qu'ils ont pu écrire, d'avoir bien compris ce qu'ils ont pu écrire et surtout, j'espère qu'ils comprendront que ce que j'ai écrit sur une page, je cherche pas du tout à me... ils sont bien plus experts que moi, on va dire, sur ces questions-là, quoi. Donc voilà. Mais bon, très honnêtement, je ne sais pas comment sera reçu ce petit livre. Et par avance, en tout cas, ce que j'espère, c'est de pouvoir en discuter et pouvoir échanger. Et je pense que c'est ce qui est le plus sympa, en fait, quand on sort un bouquin, c'est les occasions que l'on a par la suite, comme cette émission, mais aussi, quand on est invité à parler, c'est les échanges qu'on peut avoir, en fait, à son propos. C'est ce que je trouve le plus intéressant finalement. Vous évoquiez à l'instant les références en bas de page qui étaient interdites. Moi, ce qui m'a quand même plu, c'est d'incorporer aussi des références de films. Et ce qui m'a intéressé, c'est que suite à l'essor du roman au 19e siècle, aujourd'hui, plusieurs films fictifs et documentaires, ainsi que des séries, s'emparent aussi de ce monde paysan et l'incarnent différemment. On peut par exemple citer La ferme des Bertrands, un documentaire qui est sorti l'an passé, Petit paysan ou encore Les vaches n'auront plus de nom d'Hubert Charuel, qui est lui-même fils d'agriculteur. Quel est votre rapport peut-être à ces films, si vous les connaissez ou non, et comment vous envisagez ce médium qu'est le cinéma pour traiter aussi de cette question du paysan? J'ai pas vu tous les films auxquels vous faites référence, mais je crois que j'ai vu Petit paysan. Pour moi, c'était vraiment une claque pour le coup, parce que c'était vraiment le sorte de film réaliste, vraiment sur les difficultés du métier. Je pense que c'était avec l'éleveur. Ce que je trouvais intéressant avec ce film, c'est qu'au fond, ça renvoyait finalement aussi une image qui brisait certains présupposés qu'on pouvait avoir aussi sur ce milieu. Ça insistait beaucoup sur les difficultés, sur les défis. En même temps, ça insistait aussi sur ce sort de rapport à l'animal, en fait, qu'ont les éleveurs, et y compris dans des exploitations, on va dire, plus traditionnelles, même si lui était un petit exploitant. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant dans ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, le réalisateur était lié au fils ou petit-fils de paysans, et ça, c'est un élément aussi qu'on retrouve assez souvent, en fait, chez les réalisateurs qui font des films ou des documentaires sur le sujet, mais aussi chez des écrivains et aussi chez des chercheurs, en fait.
énormément de chercheurs qui travaillent sur le monde rural, le monde agricole, qui sont aussi, ou qui ont un lien avec ce monde. Et ça, c'est intéressant. Enfin, je trouve qu'en soi, c'est intéressant parce que ça en dit aussi encore beaucoup sur ce sort de rapport que l'on a et en plus sur le côté revendiqué aussi. C'est un point qui est souvent mis en avant, que moi j'ai jamais pu mettre en avant pour le coup, alors que j'ai travaillé sur ça en fait. Et ce qui explique aussi peut-être mon rapport un peu différent aussi aux mots. Parce qu'effectivement, moi j'ai grandi, voilà, je suis né à Paris, mes parents ne sont pas du tout du milieu agricole, donc mon rapport, on va dire, au milieu agricole et au milieu rural, il est peut-être un peu plus distant en tout cas. Même si mes parents avaient acheté une maison à la campagne et j'y allais les étés, voilà, en Picardie. Voilà, j'avais pas vraiment de racines non plus. Dans ce milieu. Mais oui, mais c'est un phénomène intéressant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait que ce soit toujours des films à succès, que ça suscite de l'intérêt dans les médias, mais aussi dans le grand public. Et ça, je pense que encore une fois, c'est assez symptomatique finalement aussi de ce rapport peut-être particulier que l'on a, ou cette sorte de tendance qu'on a à se projeter en fait dans ce milieu. Voilà. Mais après, c'est pour ça que je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur ça. En fait, je pense que c'est intéressant, c'est juste de le voir. Et ce qui je trouve aussi important, c'est, en tout cas, peut-être pas dans les films documentaires qui sont produits aujourd'hui, mais en tout cas dans les représentations traditionnelles ou historiques que l'on a pu faire en fait de l'agriculteur, du paysan et du monde rural. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui les produit et qui les construit, ces représentations. Comment finalement, en tout cas historiquement, en fait, ce sont surtout des élites sociales qui les ont construites. Mais je pense que c'est quand même un élément, en tout cas, qui me semble important aussi à garder en tête et à souligner, quoi. Et pour continuer dans la lignée des films évoqués, vous m'avez conseillé de regarder The Taste of Tea de Katsuhito Ishii, un film qui est sorti en 2004 au pitch pour le moins intrigant que voici. Les Haruno habitent un village de montagne près de Tokyo. À 6 ans, la cadette, Sachiko, cherche à faire disparaître son double géant. Hajime, son frère adolescent, éprouve les tourments d'un premier amour. Yoshiko, la mère, décide de sortir de sa retraite pour faire un retour très remarqué dans le monde du film d'animation, sous le regard inquiet de son mari, Nobuo, qui pratique l'hypnotisme thérapeutique. Quant au grand-père, ses excentricités inquiètent toute la famille. Edouard Morena, pourquoi ce choix ? D'abord parce que vous m'avez demandé de vous envoyer 2 références. J'aurais pu trouver des choses qui sont vraiment en lien avec le mot paysan, mais pour le coup, je ne l'ai pas fait. Voilà, mais alors, pourquoi ce film ? Alors, enfin, moi, je trouve que c'est un film qui est très beau. Je ne suis pas du tout expert en cinéma. Je me prétendrais... Enfin, je suis pas, voilà, je m'y connais pas vraiment en fait, hein, très honnêtement, mais c'est un film en tout cas que moi j'ai trouvé très beau. C'est à la fois le film lui-même, mais encore une fois c'est peut-être ce que j'associe à ce film. En fait. Alors pour commencer par ce que j'associe à ce film, c'est quand moi je regarde ce film, je repense aussi à la première fois que je l'ai vu. C'était alors à l'époque j'habitais à Genève en Suisse. Je m'étais inscrit comme bénévole pour un festival qui s'appelle Black Movie, un petit festival de films à Genève qui est essentiellement centré sur des films non européens, dirigés par des réalisateurs essentiellement de ce qu'on appelle le Sud global. Et voilà, et mon rôle, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, c'était de taper sur une barre espace sur un ordinateur parce qu'il n'y avait pas les sous-titrages en anglais. Et du coup, il fallait que je ne sais plus ce que je devais faire, mais je devais suivre en fait le film et faire les sous-titres en temps réel. C'était tout un truc, sachant que je ne lis pas le japonais, hein, mais donc je ne me rappelle plus quelle technique avait mise en place. On était 2 au milieu de la salle de cinéma, donc pendant que l'un le faisait, l'autre il devait s'assurer qu'il suive en fait la bonne vitesse et inversement. Du coup, ce film, je veux dire, j'étais très concentré quand je l'ai vu parce qu'il fallait absolument suivre vraiment ce qui se passait. Et donc c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de penser à ce moment-là. Et après, le film en tant que tel, en tout cas, moi je le trouve très beau. Et pour le coup, si on devait faire un lien aussi avec le paysan, en tout cas le monde rural, ça se passe un peu dans la campagne japonaise, dans un petit village au milieu des rizières, mais en même temps on sent qu'on n'est pas très très loin de la ville. Je trouve que c'est bien filmé. C'est un film qui est assez long et qui a énormément de plans fixes en fait, avec des moments très centrés sur les personnages. Et on rentre vraiment dans les personnages, hein, avec chacun un peu sa trajectoire, donc qui est un peu unique, mais en même temps qui est reliée à celle des autres. Donc voilà, donc les personnages, je les ai trouvés très attachants. Je sais pas, c'est un film que j'ai du plaisir à regarder, que je trouve beau, sans prétention, simple et je sais pas, ce jeune garçon là avec ses sortes de ses premiers amours et ces sortes de petites réactions, ces moments d'excitation fous pour rien. C'est un adolescent japonais, mais on arrive quand même à ces sortes de choses qui sont assez universelles en tout cas et qui renvoient aussi peut-être aussi à des expériences qu'on a pu avoir de ces sortes d'âge un peu compliqués qu'est l'adolescence et la préadolescence quoi. Et du coup, je sais pas, je trouve que c'était un film vraiment à tout un tas de niveaux qui m'a touché. Voilà.
Pour conclure cet épisode, on a une question récurrente qu'on pose à chacun de nos invités. Il s'agit de définir l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Waouh, on a un mot ou en plus un mot intéressante. Non, intéressante parce qu'effectivement, je pense que c'est une époque sur tout un tas de niveaux. Il se passe énormément de choses, des choses assez déprimantes, très honnêtement. Alors, encore une fois, je travaille sur les questions climatiques en temps normal, donc pour le coup, c'est assez déprimant, mais du point de vue politique aussi. Mais en même temps, voilà, je trouve que c'est toujours dans ces sortes de moments, on va dire, de chaos, d'incertitude, d'instabilité, qu'aussi des très belles choses peuvent émerger, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est une période intéressante, dont j'espère, sortira des très belles choses. En tout cas, j'ai espoir que ce soit le cas. Eh bien, merci beaucoup, Edouard Morena. Je vous propose qu'on conclue sur ces mots. Allez voir donc le film, je répète le titre, The Taste of Tea de Kaohchito Ishii. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Aline Crétinoir. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.